Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live du mercredi. On se retrouve comme d'habitude un mercredi sur deux pour parler un petit peu de l'actualité du site, pour parler de l'actualité du marché, des tests qui sont en cours, des tests qui sont à venir. Et comme d'habitude, on prend une grande partie de la seconde moitié de ce live pour répondre à vos éventuelles questions. Comme d'habitude, s'il y a des remarques, des commentaires par rapport à des problèmes au niveau de la diffusion du son, vous me faites signe dans les commentaires, je suis à l'écoute, enfin je lis vos messages que vous m'envoyez au fur et à mesure de ce live. Et puis, si vous avez des questions sur les tests qui sont à venir, sur les tests qui ont été publiés ou n'importe quoi d'autre, eh bien vous les laissez dans ces mêmes commentaires et puis je me ferai un plaisir, si ça rentre dans mon domaine de compétences, eh bien de vous répondre le plus précisément possible en deuxième partie de ce live. Donc, on a dit que ce soir, on parlait des tests qui sont récemment publiés sur le site. Il n'y a pas eu de test par rapport à la sortie du dernier live. Sauf erreur, il n'y a pas eu de tests qui ont été mis en ligne. Par contre, il y en a un qui va arriver, qui est un petit peu en retard, c'est celui de la Suunto 5 qui va arriver très prochainement sur le site. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard dans ce test à cause de petits détails techniques, mais enfin voilà, ça avance bien. Je crois que j'ai fait aujourd'hui une grande partie des dernières images qui me manquaient et puis il va falloir que je travaille sur les prochains jours à finir la partie de comparaison de traces GPS, de cardio, etc. qui prend un petit peu plus de temps puisque la nouvelle plateforme de Suunto ne permet pas d'exporter des TCX ou des fichiers FIT. Donc, il faut un petit peu travailler ces fichiers avant de pouvoir les comparer à ceux d'autres montres. Mais voilà, c'est en cours aussi, donc ça, j'y travaille. Et du coup, ben voilà, ça va arriver très prochainement. Je pense que vendredi ou samedi, donc moi je suis au Grand Raid pour ma course de VTT samedi, mais peut-être dimanche, le test de la Suunto 5 sera en ligne. Voilà. Donc, on parle de ce test qui arrive, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, je suis en train de négocier avec Garmin pour avoir les Edge 530 et 830, les compteurs cyclistes en test avant que l'hiver arrive. Ce serait bien de les avoir. C'est vrai qu'ils ont été annoncés au printemps, hein, ces compteurs, et je ne les ai toujours pas en test. Donc ça, je suis en train de négocier avec Garmin pour avoir ces compteurs. Et puis ensuite, il y aura encore le Mi Band 4 qui a été annoncé cet été. Un petit bracelet connecté, mais je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la communauté aussi des wearables par rapport à ces bracelets connectés d'entrée de gamme, en tout cas à prix extrêmement abordable de chez Xiaomi. Donc ça, ce sera un test qui va arriver aussi incessamment sous peu. Il y en a un qui dure depuis des plombes et que j'ai toujours pas publié, c'est celui du Hammerhead Karoo, donc le compteur cycliste. Donc là aussi, j'y travaille. C'est vrai que le firmware est tellement en constante évolution qu'entre un test et l'autre, il y a tout qui a changé, il faut tout recommencer, mais il va falloir quand même que je me mette un moment à publier quelque chose par rapport à ce Hammerhead, même si c'est pour le mettre à jour ensuite. Il y a un autre compteur cycliste, c'est un IGP Sport, une marque chinoise qui se lance, ça fait déjà un sacré moment qu'ils sont sur le marché, mais voilà, qui lance un compteur cycliste plutôt complet. Donc ça, ce sera aussi à suivre cet automne. Donc j'aurai un petit peu plus de temps. Les compétitions vont s'arrêter progressivement fin septembre, début octobre. Et là, j'aurai encore à peu près un mois pour pouvoir rouler tranquille, tester des nouveaux compteurs et autres gadgets sur mon vélo sans être vraiment dans un process d'entraînement complet. Et donc voilà un petit peu ce qui va arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois sur nakan.ch. Bien évidemment, il y aura aussi des vidéos, des lives une semaine sur deux. Il y aura les podcasts tout qui continuent jusqu'à Noël quasiment. Une semaine sur deux aussi, vous nous retrouvez avec Hermano pour parler tous les jours, tous les mercredis où il y a un podcast d'un sujet différent. On essaie d'avoir des invités pour parler de différents domaines. Donc voilà, on essaye de varier un petit peu les sujets, de trouver, d'innover et aussi de sortir un petit peu des thématiques du blog purement technique ou voilà, pour aller un petit peu plus loin dans la nutrition, le coaching, etc.
Donc voilà un petit peu pour le panel des tests qui arrivent. Et puis il y a Coros qui m'a envoyé, alors je l'ai reçu pas plus tard que ce matin, c'est la Vertix Icebreaker. Alors pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé ce modèle? J'étais déjà testé la Coros Vertix. Vous allez me dire oui, le test de fond en comble est sur nakan.ch. Il n'y a pas de grosse différence avec cette montre, hormis le fait que le boîtier, eh bien, il est translucide. Donc ça lui donne vraiment un effet relativement sympa. Et surtout, Coros, en fait, c'est la version définitive. Donc, ils m'ont envoyé la Vertix. C'était une pré-série, un espèce de prototype avancé, on va dire, celui sur lequel j'ai fait le test. C'est-à-dire que quasiment tout était final à l'intérieur. Mais il y a deux choses qui ne l'étaient pas. C'était d'une part l'étanchéité. Celle-ci est vraiment étanche à 150 mètres alors que le modèle prototype que j'ai reçu était étanche à 100 mètres. Encore une fois, là, ça ne change pas grand-chose. Mais l'antenne GPS a été améliorée dans la version finale, donc celle que vous pouvez acheter de cette Vertix. Et cette antenne GPS, elle a un filtre particulier qui filtre les interférences qui peuvent survenir quand on est au pied d'une antenne mobile 3G, 4G, 5G, qui a une influence, en tout cas d'après les tests que Coros a fait, qui a une influence sur la réception du GPS. Et donc du coup, on va pouvoir retrouver des comparatifs GPS avec cette Icebreaker qui seront plus fidèles au modèle que vous allez pouvoir acheter, que ce soit le Icebreaker ou les autres. Tous les modèles ont le même filtre à l'intérieur et ce sera donc plus fidèle à ce que vous allez trouver avec les modèles que vous allez acheter par rapport au modèle que moi j'ai testé. Donc je vais refaire ces comparatifs à l'avenir. Et puis bien sûr, vous trouverez des photos de cette Icebreaker dans le test qui sera mis à jour parce que vous verrez qu'elle a vraiment un look très très sympa. C'est quelque chose qu'on ne voit pas de manière commune sur le marché pour ces montres de sport, d'avoir un boîtier translucide, ça lui donne vraiment un effet très particulier. Et puis vous avez été nombreux à me demander la disponibilité de cette Vertix. J'ai encore eu Coros en ligne il y a quelques heures, donc ils font un maximum pour assurer la production. C'est vrai que les chaînes de production ne sortent pas les montres aussi rapidement que ce qu'ils aimeraient. Et puis ils ont du problème pour approvisionner entre autres le marché européen. Mais normalement Amazon et Iron devraient recevoir des montres avant la fin du mois. Donc voilà, par rapport à cette Vertix, bien évidemment, si vous suivez les réseaux sociaux de nakan.ch, dès qu'il y aura des mises à jour ou du stock qui seront disponibles par rapport à cette montre en Europe et en particulier sur les vendeurs qu'on retrouve dans le comparateur de nakan.ch, je vous ferai un update et puis évidemment vous serez informés. Donc voilà un petit peu pour l'actualité du site, donc ce qui m'attend au cours des prochaines semaines. Vous retrouverez également un compte rendu bien évidemment des compétitions auxquelles je vais participer au cours des prochaines semaines aussi. Donc ce week-end, le Grand Raid VTT dans les Alpes valaisannes ici en Suisse, donc un magnifique parcours. Le but initial, c'était de participer à l'édition complète, les 125 km, 5000 mètres de dénivelé positif, mais il a bien fallu se faire une raison. Je n'avais pas l'entraînement nécessaire pour faire cette compétition-là. Je m'en suis rendu compte assez rapidement quand on a commencé à faire les gros entraînements de VTT. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'aller sur un plus petit parcours pour faire connaissance avec cette épreuve. C'est la première compète que je vais faire en VTT et donc découvrir un petit peu cet environnement, découvrir un petit peu la compétition dans ce sport-là pour, pourquoi pas, dans les années à venir, aller sur le grand parcours. Je pense que c'était plus raisonnable par rapport à l'entraînement que j'avais, plutôt se faire plaisir sur une distance de 80 km, un petit peu moins, par rapport aux 125 km complets avec un petit peu moins de difficulté. Voilà. Et puis ensuite, je vais retourner sur mon vélo de triathlon, donc mon Kyota Calibre qui est juste là derrière moi. Et puis, je vais préparer les deux derniers halfs de ma saison. Ils ont une particularité, ces halfs, c'est qu'ils sont espacés que d'une semaine. Donc, je serai la dernière semaine de septembre, le samedi et le dimanche en Italie pour le half de Émilie-Romagne. Et puis ensuite, je vais revenir ici, je vais refaire mon sac et je vais repartir au Portugal pour la semaine suivante, le week-end suivant, aller participer au half Ironman de Cascais à côté de Lisbonne. Donc voilà un petit challenge aussi, deux half Ironman très proches l'un de l'autre pour remettre un petit peu la compresse au niveau de ces moyennes distances parce que si vous suivez les réseaux sociaux et si vous suivez un petit peu l'actualité de ce que je poste, eh bien vous le savez,
je me suis inscrit après quelques années de pause sur cette distance-là. Je me suis inscrit pour 2020 sur l'Ironman de Suisse qui aura lieu pour la première fois à Thun dans le canton de Berne. L'Ironman de Suisse qui quitte Zurich, la capitale économique du pays, pour venir dans une plus petite ville. Je pense que pour les organisateurs, c'est un choix de raison hein, de fermer le centre-ville d'une ville comme Zurich. Ça doit coûter extrêmement cher, ça doit nécessiter des moyens qui sont importants et puis surtout très difficile d'obtenir ces autorisations. Je pense qu'au bout d'un moment, la complexité de l'organisation dans une ville comme Zurich a eu raison des organisateurs et ils sont partis dans une ville plus petite. Très rapidement, après mon half Ironman de Cascais, j'irai faire une reconnaissance de ce parcours vélo à Thun. Je vais essayer de réaliser une vidéo pour que les abonnés de Duncan.ch qui pensent participer à cet Ironman mais qui habitent un petit peu plus loin que moi du site de l'épreuve puissent déjà se faire une idée de ce parcours vélo puisqu'il a été publié récemment. On a toutes les données de ce parcours. Donc, à voir sur place un petit peu ce que ça donne, faire une reconnaissance et puis surtout essayer de faire une vidéo pour se rendre compte de cette boucle à faire 2 fois hein, sur les 180 km de l'Ironman pour voir un petit peu la difficulté de ça. Donc voilà un petit peu pour ce qui attend aussi au niveau compétition d'ici la fin de la saison. Et donc maintenant on a parlé des tests, de choses qui sont déjà en cours ou en tout cas que je sais qui vont arriver. On a parlé des compétitions, donc des comptes rendus de course que vous allez pouvoir suivre. Il y a encore une chose qui va arriver très bientôt et la toile commence à être un petit peu plus en effervescence par rapport à ça ces dernières semaines parce que a priori sa sortie approche. Et puis ce dont on va parler maintenant, eh bien, c'est tout simplement de ça. Vous voyez ici 2 images qui apparemment ont fuité ou alors qui ont été savamment envoyées par Garmin sur Internet. Très probablement que si la fuite a eu lieu, c'est que les données sont effectivement sorties de chez Garmin. Et là, il s'agit de potentiellement ce qui pourrait être la Fenix 6. Donc, cette Fenix 6, on n'a pas encore tous les détails évidemment puisqu'elle n'a pas été encore annoncée officiellement. Cette Fenix 6, elle serait déclinée déjà dans 2 familles. La famille Fenix 6 et la famille Fenix 6 Pro. C'est ce qu'on a pu voir par rapport au dos de certaines montres qui avaient la mention Pro. On retrouve Fenix 6S, Fenix 6 et Fenix 6X a priori et on aurait même un modèle qui s'appellerait Fenix 6X Solaire Pro. Donc Solar Pro, ça voudrait dire que cette montre sous le cadran ou en tout cas sous la lunette aurait un capteur et un chargeur solaire pour faire de la recharge et pour avoir une autonomie plus longue. Voilà. Pour l'instant, c'est des suppositions. Hein. Personne n'a eu a priori encore la montre en main et a publié quelque chose. Vous le savez probablement, hein, les marques parfois me donnent des modèles avec des tests qui arrivent pile poil au moment où la montre est annoncée. Donc comment ça fonctionne dans ce cas-là? La marque me demande si je suis intéressé à tester la montre avant son annonce officielle, auquel cas j'accepte ou je refuse. Et puis si j'accepte, eh bien, le contrat c'est simple, je reçois la montre mais je n'ai pas le droit d'en parler avant son annonce officielle. Voilà, c'est ce qui est arrivé par exemple avec la Instinct, c'est ce qui est arrivé par exemple avec les Vantage de Polar, c'est ce qui est arrivé aussi avec la Vertix que j'avais eu de Coros quelques semaines avant sa sortie. Donc voilà, ça c'est des deals que j'accepte parfois parce que ça permet d'avoir un test de fond en comble de la version quasiment finale de la montre. Et puis si ce n'est pas une caractéristique finale, en général je le dis dans le test. Et puis ça permet de l'avoir au moment où la montre est annoncée. Donc ça vous permet au moment où le modèle est dévoilé d'avoir toutes les informations du test de fond en comble en ligne, ce qui est confortable. Donc dans ce cas-là, eh bien, je publie le test et je ne donne pas d'infos sur la montre avant. En l'occurrence, avec Garmin, on ne m'a rien proposé comme test de la Fenix 6 avant. Donc je ne suis aucunement lié à eux et plusieurs fois vous m'avez posé la question pourquoi tu publies des fois des images qui ont fuité, des fois pas. Eh bien voilà, si j'ai le deal avec la marque, j'ai le truc en test, donc je m'engage à ne pas en parler avant la sortie officielle.
évidemment, je ne vais pas le faire. Par contre, si on ne me dit rien, eh ben, voilà, moi, je peux aussi bien spéculer que n'importe qui, sur la sortie de ces montres, a utilisé les images qui ont fuité de Amazon ou d'autres parce qu'ils ont mis en ligne les trucs trop vite, les listes de prix, les caractéristiques, etc. Donc voilà, c'est le jeu. Hein, et en l'occurrence, je n'ai pas de Phénix 6 encore en test en ce moment. Donc du coup, voilà, ce qui sort sur Internet, eh bien, je peux l'exploiter. Par contre, au niveau des caractéristiques de ces Phénix 6, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, moi, j'en sais pas grand-chose. On sait qu'il y a une fonctionnalité dedans qui va s'appeler Pace Pro parce qu'il y a un écran de cette donnée qui est sorti. Est-ce que ça induit un capteur de puissance plus évolué que ce que Garmin propose jusqu'à maintenant avec Connect IQ? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Les différences entre Phénix 6 et Phénix 6 Pro, encore une fois, on ne sait pas grand-chose. L'autonomie probablement meilleure puisqu'elle va a priori utiliser les puces GPS de Sony, donc avoir une autonomie augmentée comme la 945 par rapport à la montre qui la précède dans la gamme. Et puis voilà un petit peu pour les caractéristiques qu'on connaît. Alors, elle va reprendre toutes les fonctionnalités de la 945, ça semble évident. Par contre, pour avoir toujours cette espèce d'avance dans la gamme par rapport aux autres montres, on peut imaginer que quelques fonctions seront implémentées qui ne sont pas dans la 945. Alors lesquelles est-ce qu'elles seront? Ça, on ne sait pas encore vraiment. Et puis les dernières choses, donc les prix, hein, on en a parlé, on sera entre 800 et 900 € pour les modèles à peu près du milieu de la gamme. Et puis pour les modèles qui vont taper dans le très haut de gamme, on sera probablement bien au-delà des 1000 €, probablement des prix très proches en francs suisses, hein, puisque maintenant les deux monnaies sont quasiment à parité, enfin pas tout à fait, mais presque. Donc voilà un petit peu au niveau des grilles de prix. Et la dernière question que vous allez me poser, évidemment, c'est quand est-ce qu'elles seront annoncées? Alors, elles ne seront pas annoncées à IFA hein, parce que Garmin a déjà fuité quelques données sur la Vivo Active 4 et sur d'autres montres qui vont être probablement annoncées à IFA, qui est plus le trend en fait de ces montres connectées ou de ces bracelets connectés. Donc, Garmin prépare probablement son event avant. Pour la Phénix 6, on peut tabler sur les 2 prochaines semaines pour une annonce de la Phénix 6. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. On va prendre un petit peu les commentaires que vous avez déjà laissés. Alors, Raphaël qui me dit il y a l'Ironman de Vichy ce week-end. Alors moi j'avais adoré participer au Half à Vichy, mais je ne m'aligne pas sur le Half de Vichy ce week-end. Je vous souhaite à toutes et tous qui participaient à Vichy sur l'une des distances une très très belle course. C'est vraiment un Ironman que j'ai trouvé très sympathique, en tout cas le half. C'était un parcours très rapide, en tout cas au niveau du vélo, mais je crois que depuis que j'y ai participé, le parcours vélo a dû changer un petit peu. Mais très bonne course à toutes celles et ceux qui participent là-bas, c'est vraiment un chouette spot pour faire un triathlon. David qui demande « Bonsoir, existe-t-il un site pour y découvrir toutes les fonctionnalités des Phénix 5 et Forerunner 945 autres que le mode d'emploi assez austère de Garmin ?» Alors, ces montres, elles déclinent tellement de fonctionnalités, tellement d'options, tellement de profils sportifs, de champs de données, etc. que je ne connais pas de référence absolue de ces montres. C'est vrai que c'est super compliqué par rapport à des montres comme ça. Alors, même sans prendre en compte Garmin Connect, hein, parce que si on prend Garmin Connect IQ avec toutes les applications tierces qu'on peut installer, alors là, c'est plus possible de faire le moindre référentiel, mais même sans ça, c'est super compliqué de faire une liste exhaustive de toutes les fonctions. C'est pour ça que j'essaye de lister un maximum, mais je sais que ce n'est pas archi complet parce que c'est très difficile de le faire, mais j'essaie de lister un maximum les différences qu'il y a entre les modèles. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée de ce qui les distingue, mais puis surtout, ça réduit un petit peu la charge de travail. Mais de faire un référentiel complet de toutes les fonctions, évidemment que ce serait l'idéal absolu d'un site comme nakan.ch, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible tellement ces montres sont complexes, tellement elles font de choses. Et puis, même sur une Phénix 5 Plus que j'ai utilisée pendant plus d'une année maintenant, avant la sortie de la Phénix 6, j'ai utilisé
pas toutes les fonctions, en tout cas pas. Et je ne suis pas sûr que j'ai utilisé même 80% des fonctions. Il y a des profils de golf avec des parcours qu'on peut télécharger que je n'ai jamais utilisés. Il y a des profils de Jump Master, par exemple, pour les mecs qui font du saut en parachute. Je n'ai jamais utilisé ça. Donc voilà. Alors, a priori, j'ai ma caméra qui ne fonctionne plus. Alors, je vais essayer de switcher sur la webcam Voilà, a priori, ça a l'air de repartir. Je suis reparti sur la webcam de mon ordinateur portable parce que la caméra qui est connectée à distance apparemment m'a lâché. Voilà, puis en plus, il y a une mouche attirée par la lumière du spot que j'utilise ici qui me tourne autour. Donc voilà un petit peu pour le mode d'emploi ou la liste complète des choses qu'on trouve sur la Fenix 5. J'ai pas de site ou de référence à donner qui liste vraiment toutes les fonctionnalités de cette montre. Alors encore une fois, David qui demande un site où il y aurait des tutos, etc. Mille merci pour la réponse. J'ai essayé de commencer ça en fait sur nakan.ch. Donc si vous allez sur nakan.ch et puis que vous allez dans le menu, vous trouvez les dossiers thématiques et puis dessous vous allez prendre en main sa montre Garmin. Et là en fait j'essaye de référencer tous les articles que j'ai écrits, toutes les vidéos d'astuces que j'ai réalisées sur les montres Garmin pour essayer de centraliser un petit peu tout ça pour pas que ce soit perdu entre la chaîne YouTube, les tests, les petits articles sur telle ou telle fonction et puis de recenser ça là-dedans. Donc vous trouvez cette page-là sur nakan.ch. Voilà, c'est une petite contribution par rapport à ça. Donc voilà, mais ce sera de nouveau pas complet. Ensuite, Adrien qui demande, est-ce que la 945 risque de baisser en prix du coup? Non, je ne pense pas. Parce que la 945, elle est sortie quand même relativement récemment et ce n'est pas la sortie de la Fenix 6 qui va la faire baisser de prix. Je pense que même au Black Friday cette année en novembre, on va trouver des très bons plans sur les 935. Par contre, la 945 ne va même pas encore commencer à baisser. On verra une baisse du prix légère de la 945, je pense seulement à partir de début janvier quand les fêtes de Noël seront passées. Avant ça, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mal à trouver des prix qui baissent sur la 945. Alors ensuite, vous me dites que le son fonctionne. Voilà, donc j'espère que maintenant avec la vidéo à travers la webcam, c'est peut-être un peu moins cool, mais au moins ça fonctionne. Bonsoir, ça c'est Khalid qui demande vous recommandez la Fenix 5 ou la Suunto Spartan Sport Wrist HR? Alors je ne sais pas si vous êtes tous ou certains d'entre vous des fidèles du podcast de nakan.ch, j'espère que vous l'êtes. On a discuté de ça dans le dernier épisode avec Hermano. Est-ce que je recommande la Fenix 5? Oui, je la recommande, c'est une très bonne montre, elle est complète, c'est une des plus complètes du marché et si on occulte la différence qu'il y a par rapport à la Fenix 5 Plus, c'est-à-dire la carto, la musique et Garmin Pay, eh bien on trouve vraiment toutes les fonctions qu'on veut dans la Fenix 5. Donc est-ce que je la recommande? Oui. Est-ce que je recommande la Suunto Spartan Sport Wrist HR? Alors, chez Suunto, ils aiment bien faire des noms à rallonge. Moi, j'aurais tendance à recommander la Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro parce qu'il y a l'altimètre barométrique dedans et ça, c'est un différenciateur qui peut être important. Mais la Spartan Sport, globalement, je pense que c'est une bonne montre aussi. Après, est-ce que je recommande plus l'une ou l'autre? Eh bien, ça dépendra de l'utilisation qu'on veut faire, ça dépend le profil qu'on a et ça dépend ce qu'on attend de sa montre et ça dépend aussi de ce qu'on attend de sa plateforme d'analyse sportive. Donc, voilà, je ne peux pas donner de recommandations comme ça sans avoir plus de détails sur l'utilisation qui sera faite de la montre, sur les fonctionnalités que vous attendez. Est-ce que c'est plus de l'autonomie? Est-ce que c'est plus une multitude de données à analyser? Est-ce que c'est de la précision au niveau du barreau, du GPS, etc. Après, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, on va choisir plutôt tel modèle ou pas. Et puis, voilà, il y a énormément de choses qui font le choix d'une montre.
Il y a évidemment la montre elle-même, les fonctionnalités qu'elle propose. Il y a la plateforme d'analyse qu'il y a en ligne. Et puis après, il y a toutes les petites spécifications, les petits détails, les trucs qu'on n'utilise peut-être pas tout le temps, mais qui font la différence dans le choix final. Il y a évidemment le prix. Enfin voilà, on en parlait vraiment dans ce dernier podcast avec Hermano pour choisir sa montre. Donc, je vous recommande de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, de prendre toutes les informations qu'il y a là-dedans, de prendre un peu de temps pour analyser qu'est-ce que le marché propose comme fonctionnalité et comme montre et comme modèle. Et puis si vous avez encore des questions par rapport à des choses très spécifiques ou alors vraiment avec une liste de choses que vous attendez d'une montre, vous m'envoyez un petit message. Vous trouvez facilement comment m'envoyer un message sur le site via la page contact ou alors par les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis ce que j'en pense par rapport à ce que vous m'expliquez. Mais là, choisir entre les deux, personnellement, j'aurais vraiment beaucoup de mal à choisir entre les deux. Moi, c'est vrai qu'en général, j'utilise le modèle de Phoenix qui est sorti parce que voilà, c'est la montre la plus complète du marché. Donc, en général, c'est celle où je suis sûr, ou en tout cas à peu près sûr, de trouver la fonctionnalité que je veux à l'intérieur. Après, il faut savoir aussi que par rapport à certains lecteurs de Nakan.ch ou en tout cas par rapport à certains utilisateurs de montres, je ne suis pas un énorme consommateur de toutes ces fonctions-là. En course à pied, moi, je ne demande pas une précision au centimètre du GPS. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus exigeants par rapport à la trace GPS. Alors, ça vient d'une part que j'utilise le Stride comme capteur de distance et de vitesse. Donc, du coup, la trace GPS, elle me sert juste à savoir par où je suis passé. Moi, je ne suis pas non plus super exigeant en général sur la qualité de l'altimètre. J'attends juste que l'altimètre me donne un dénivelé positif et négatif d'une sortie qui correspondent à ce que j'ai fait. Mais quand j'arrive au passage d'un col qui est à 1642 mètres, si la montre me dit que je suis à 1563 mètres, moi, ça ne va pas me poser un gros problème. Tant que l'altitude, le cumul à la fin de la sortie est bon, moi, que l'altitude absolue soit juste, je ne fais pas de la haute montagne, je n'ai pas besoin d'avoir cette information. Donc voilà. Après, évidemment, moi, je teste aussi les montres plus loin que mon utilisation standard lorsque je fais les tests de fond en comble parce que je sais que je suis attendu au tournant sur le fonctionnement de tout ça. Et puis, les montres aussi, elles vendent au niveau marketing des performances qui vont de plus en plus fort dans ces domaines-là. Et donc, c'est important pour moi d'avoir aussi des tests qui sont complets. Philippe ensuite qui me dit bonsoir, très bon dernier podcast. Écoute, merci beaucoup Philippe, on essaie vraiment de trouver des sujets qui sont, comme je l'ai dit, en rapport avec l'activité du site, mais pas seulement. Et puis on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, de trouver des invités qui ont des choses à nous dire et puis qui ont des conseils à nous donner ou des informations à nous donner qui sont pertinentes pour l'entraînement, pour tout ce qui fait la vie d'un sportif. Vincent qui nous dit un coucou rapide, je suis en vacances. Bon direct à tout le monde. Merci, bonnes vacances à toi Vincent. Philippe, question pour les batteries de nos montres. Vaut-il mieux attendre d'être à 10-20% pour recharger ou plus régulièrement vers 50%? Alors, je suis en train de finaliser une vidéo qui sera sur la chaîne YouTube quand elle sera finie. En général, les vidéos, je commence à filmer des bouts, puis après, je fais l'assemblage, puis ça peut prendre 1 mois et demi jusqu'à ce qu'elle soit en ligne. Mais en gros, j'adresse exactement cette question, comment préserver, comment utiliser correctement sa montre pour économiser sa batterie, en tout cas qu'elle dure le plus longtemps possible. Il y a une croyance très ancienne dans les batteries, enfin, ce n'est pas une croyance parce que les anciennes générations de batteries avaient un effet mémoire. Ça veut dire que si on chargeait sa montre alors qu'il restait 40% de charge, eh bien, on pouvait perdre ces 40% lors des prochains cycles de charge-décharge parce qu'il y avait l'effet mémoire. C'est-à-dire qu'il valait mieux décharger complètement sa batterie, la recharger à bloc et la redécharger complètement.
parce que sinon, on se retrouvait avec une batterie qui prenait très vite un effet mémoire et donc qui avait moins de capacité. Les batteries lithium-ion ne souffrent pas de ce problème-là. Et au contraire, lorsqu'on les décharge de manière importante, qu'on va faire une décharge profonde, ou en tout cas qu'on va s'approcher de la décharge profonde, on va oxyder une partie de cette batterie et puis ensuite elle va moins bien résister à la charge. Donc il vaut mieux une batterie lithium-ion, que ce soit celle de votre smartphone, que ce soit celle de votre lampe frontale, que ce soit celle de votre drone ou peu importe laquelle, mais il vaut mieux la recharger le plus souvent possible. C'est-à-dire que si votre montre elle est chargée à 80%, eh bien, vous la remettez en charge jusqu'à ce qu'elle soit à 100%. Et puis le lendemain, si vous êtes un moment dans votre canapé ou en train de manger ou peu importe, vous la remettez chargée jusqu'à 100%. Le plus souvent vous la rechargez par petit incrément, plus la batterie va durer longtemps et moins elle va souffrir. De temps en temps, je dirais qu'une fois tous les 3 mois, ça vaut la peine de la laisser se décharger un peu plus. La batterie, elle, ça ne va pas forcément lui faire du bien, mais à l'électronique de la montre, ça va lui permettre de se recalibrer par rapport à l'information de charge pour avoir un compteur de pourcentage de charge qui soit plus correct. Mais c'est inutile d'attendre qu'elle soit déchargée pour la recharger. Plus vous la rechargez souvent, plus elle va durer longtemps. Donc, par exemple, mes compteurs cyclistes, mon Garmin Varia ou toutes mes montres que j'utilise au quotidien, je les recharge le plus régulièrement possible. C'est-à-dire que la batterie de mon compteur Edge, c'est après chaque sortie. Le Varia, c'est pareil. Et puis, les montres, c'est 2 fois par semaine parce que, j'attends pas qu'elle soit à 30-40% avant de recharger, mais le plus souvent possible. Mais il y aura une vidéo. Donc dans la vidéo, la première partie, c'est comment optimiser la durée de vie d'une charge, donc désactiver le rétroéclairage et ce genre de trucs. Et puis la deuxième partie, c'est comment préserver sur le long terme la durée de vie de la batterie. En gros, c'est les conseils que je viens de donner. Et puis après, il y a aussi des questions de température. Évitez de charger une batterie lorsqu'il fait très chaud, en tout cas dans un environnement très chaud. Et puis, évitez un maximum que la montre soit confrontée à des températures extrêmement froides lors de la décharge. Par exemple, si vous l'utilisez au ski, ça vaut la peine que la montre soit située juste à la jonction où vous avez la combinaison de ski et le gant pour qu'elle reste au chaud et puis en même temps qu'elle puisse aussi capter les signaux GPS. Alors, faut-il passer sur la Fenix 6 si on a la 5? Alors pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas les spécifications de la Fenix 6. Donc, quand on saura toutes les fonctions qui sont intégrées dans cette Fenix 6, eh bien, je pourrais vous répondre de manière plus précise par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Si c'est juste une question d'autonomie, évidemment, ça ne fait pas vraiment sens. Si c'est juste une question de petites fonctions PS Pro, de format de boîtier, etc. Maintenant, si on est un grand utilisateur de la batterie sur des très longues durées et puis que Garmin annonce une Fenix 6 X Pro Solar qui permet de continuer quasiment de manière indéterminée avec son chargeur solaire, pourquoi pas. Mais voilà, on connaîtra les specs très bientôt de ces Fenix 6. Bien évidemment, je vous ferai des vidéos, un live consacré à ça une fois qu'on connaîtra les specs. Donc, il n'y a aucun problème pour que vous ayez le détail. Et là, je vous dirai si, à mon avis, ça vaut la peine de changer Fenix 5, 5 Plus vers la Fenix 6. Ouais, effectivement, donc on a un commentaire de Vincent qui dit en effet c'est plus compliqué pour le choix de la montre. Alors à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de mauvaises montres sur le marché. Donc il y a des montres qui correspondent plus aux besoins de certaines personnes que d'autres. Si vous avez des besoins de fou en autonomie, franchement, ça c'est la Vertix Icebreaker en l'occurrence dont je vous parlais en début de live. Mais n'importe quel modèle de Vertix a la même autonomie. On va jusqu'à 150 heures en GPS si on met le mode d'économie donc de GPS avec un point toutes les 20-30 secondes par rapport à l'enregistrement à la seconde ou aux 2 secondes. Donc 150 heures, c'est imbattable sur le marché actuellement. Donc si votre critère principal c'est ça,
bah, la Vertix c'est la meilleure montre. Si votre critère principal c'est la cartographie sur la montre, bah, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir choisir une Garmin Forerunner 945, une Fenix 5 Plus ou probablement une Fenix 6. Philippe, il faudra bientôt vendre un rein pour la Fenix 6 Pro Solar X Sport Plus. Et oui, hein, le business, c'est le business. C'est ce que je disais dans des commentaires il n'y a pas longtemps quand on me demandait mais pourquoi ces montres, elles augmentent de prix. Garmin, il ne détermine pas le prix de la montre Fenix 6 en fonction de combien elle leur coûte en recherche et développement et puis combien coûtent les matériaux pour fabriquer physiquement la montre. Ce mode mathématique-là, on est au-delà depuis bien longtemps. Maintenant, comment Garmin détermine le prix de la Fenix 6X Pro Solar? Eh bien, tout simplement, en déterminant le prix maximum que le public cible de Garmin est prêt à payer pour cette montre, et puis en se disant, bah, si je dépasse ce prix de 10, 15, 30 euros, est-ce que les gens abandonnent l'idée d'achat? Quel est le prix vraiment au niveau psychologique maximal qu'ils pourraient mettre là-dedans? On définit ce prix à ce niveau-là. Voilà, c'est les définitions marketing pour tout. Hein. Ce n'est pas que pour Garmin, que pour les montres. Les smartphones, c'est pareil. Je veux dire, Apple, quand ils vendent un ordinateur portable ou un smartphone, ou Samsung ou peu importe qui, c'est toujours le même fonctionnement. Donc voilà. Après, on le voit, hein, les vendeurs baissent les prix des montres. Je ne parle même pas du Black Friday après une année sur le marché, mais je vous parle maintenant, par exemple, de la V800 de Polar qui est plus vendue par Polar, mais bien évidemment qu'il y a encore certains vendeurs qui ont du stock, donc il faut bien les déstocker. Et quand vous voyez que cette montre, elle était vendue dans les 500 francs suisses ou 500 euros à sa sortie, voire plus, et puis que maintenant on la trouve à moins de 250, ils ne perdent pas forcément encore de l'argent là-dessus. En tout cas, chez Polar, on ne perd pas d'argent en vendant la montre à moitié prix de ce qu'elle était au départ. Mais tout simplement, bah, voilà, on ne fait plus la marge confortable qu'on faisait avant. Et puis bon, faut bien dire une chose aussi, c'est que la recherche et le développement de la V800, maintenant, il est largement amorti. Donc on peut se permettre de la vendre quasiment à prix coûtant plus un petit quelque chose, puis ça fait notre marge. Mais voilà comment on détermine le prix des choses. C'est plus du tout simplement une question de coût réel et de rentabilité pour la société, mais c'est vraiment de maximiser un maximum, enfin, le plus possible les rentrées d'argent par rapport au prix que sont prêts à payer les gens. Et maintenant, je veux dire, la Fenix 5 ou la Fenix 5 Plus, c'était les montres les plus vendues dans le segment outdoor sur le marché, mais de loin. Donc du coup, Garmin est en situation de domination du marché, donc ils peuvent se permettre de pratiquer les prix qu'ils veulent, ou à peu près. Voilà, Philippe qui résume très bien. Tant qu'il y a des acheteurs au prix du marché qu'on définit, eh bien, on va pouvoir les vendre. Donc voilà ce qu'on peut dire. J'espère vraiment qu'au cours du prochain live, on pourra parler en détail de cette Fenix 6, qu'elle aura été annoncée d'ici là, hein, d'ici 2 semaines. Je pense clairement que ce sera le cas. Et puis, évidemment, on fera un live spécial là-dessus avec toutes les caractéristiques de cette montre. Pourquoi est-ce qu'il faut la choisir? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se précipiter, hein? Vous le savez, les premières versions de firmware chez Garmin sont jamais les meilleures. Donc, il vaut quand même toujours la peine un petit peu d'attendre la stabilisation du logiciel après la sortie d'une montre. Donc voilà. Jérôme, j'arrive à la bourre, j'avais oublié de ce super rendez-vous, merci. J'ai mis une alerte pour les prochains lives. Ouais, je vais essayer, hein. D'habitude j'envoie un tweet dans l'après-midi et puis aussi une publication Facebook pour annoncer que je serai en live. Donc maintenant, je crois que 22 h, si ça vous convient vraiment à tous, moi c'est vraiment super à l'aise parce que ce soir encore, je suis rentré, c'était passé 21h40, donc voilà, faire les lives à 21h, 21h30, des fois pour moi c'est un petit peu serré, mais 22 h c'est juste parfait. Donc horaire habituel, normalement un mercredi sur 2, si vous avez un podcast c'est qu'il n'y a pas de live, si vous avez un live c'est qu'il n'y a pas de podcast. Même souci avec le smartphone, définition des prix exactement. Donc voilà pour le live de ce soir. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On va très probablement donc parler de cette Fenix 6 et puis on pourra débriefer aussi la Suunto 5 hein, si vous avez des questions par rapport à cette montre. J'espère aussi avoir reçu d'ici là les compteurs Edge 530-830 pour commencer le test à ce niveau-là.
Et puis, d'ici là, vous retrouvez le test de fond en comble de la Suunto 5 sur nakan.ch. J'ai pas mal de vidéos, on a parlé de celle de l'autonomie, de la préservation de la batterie, etc. J'en ai pas mal d'autres qui arrivent sur la chaîne YouTube pour ces prochaines semaines. J'espère aussi, a priori ça devrait être le cas, que le nouveau Stride avec prise en compte de la force du vent sera arrivé, que j'aurai pu faire quelques tests à ce niveau-là. Et puis voilà. Il y aura aussi des comptes rendus de course très prochainement. Donc voilà les choses que vous retrouverez sur nakan.ch. C'était un plaisir d'être de nouveau en live ce soir avec vous, même s'il y a eu plusieurs problèmes techniques. Ce soir, je suis navré pour ça. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec, espérons-le, une technique qui fonctionne mieux, espérons-le avec des specs précises pour les Fenix 6 et puis espérons-le avec les derniers compteurs de Garmin. Voilà, merci d'avoir été présent pour ce live. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch, sur la chaîne YouTube, les réseaux sociaux et puis la semaine prochaine pour un podcast et dans 2 semaines pour un prochain live. Ciao, ciao!